Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et entre 11h et midi, vous le savez, nous commentons l'actualité. L'actualité qui est évidemment aujourd'hui consacrée à la formation du nouveau gouvernement. Pour commenter, débattre, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Images avec 2G. Bonjour, vous êtes communicante. Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, qui va nous rejoindre dans un instant. Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Ce nouveau gouvernement vous a-t-il surpris, Éric Dupond-Moretti, à la justice, un choix détonnant, clivant? Roselyne Bachelot à la culture, vous l'avez peut-être entendu dans l'heure précédente, dans le zapping de Gilles Gansman, elle avait dit que non, plus jamais elle ne referait de politique. Et puis Gérald Darmanin à l'intérieur, ce sont les trois ministres qui évidemment suscitent le plus de commentaires. Vous l'avez entendu, des féministes sont en train de manifester et on va revenir sur tous ces sujets. 0826 300 300, un nouveau chemin pour Emmanuel Macron, un casting vu à la télé pour certains. Dites-nous ce que vous en pensez et on vous attend. Commençons peut-être avec Alexis Poulain. Vous avez un coup de gueule sur le reconfinement dans certains pays. Oui, enfin, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une inquiétude réelle parce que on vient de l'apprendre, donc vous en avez parlé dans le flash d'info. Melbourne, qui est quand même la deuxième ville d'Australie qui reconfine pour 6 semaines, dans le comté de Victoria. On a les États-Unis où l'épidémie est en roue libre et ça inquiète la communauté internationale. Et on a l'impression en France que finalement la crise sanitaire est derrière nous. Il n'en est rien, on ne sait toujours pas comment combattre ce virus. Il faudra faire extrêmement attention cet été, même si visiblement il y a beaucoup de gens qui commencent à ne plus vouloir mettre de masque. Il y a ce drame de ce chauffeur de bus qui a voulu faire appliquer les règles, qui s'est fait tabasser par des idiots, des néfastes. Et qui est en état de mort cérébrale. C'est une honte. Donc, moi, j'aimerais que les Français soient vigilants, qu'ils soient conscients aussi et qu'ils ne fassent pas comme si ce virus n'existait plus, parce que c'est pas du tout le cas. Alors, peut-être qu'il est moins virulent, on a un taux de reproduction inférieur à 1 aujourd'hui en France, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas repartir de plus belle compte tenu des échanges internationaux et de la façon dont on ne connaît pas ce virus qui reste extrêmement imprévisible. Donc voilà, j'aimerais pas que l'été soit le symbole d'un relâchement global et que la rentrée soit un reconfinement général, parce que là, je crois pas que le pays s'en remettrait. Oui, parce que c'est vrai que les masques sont particulièrement pénibles à porter quand il fait chaud et effectivement, on voit certains qui ont l'impression que tout est fini. Oui, c'est pas du tout le cas. Non, un commentaire les uns et les autres. Éric Verhaeghe, vous n'êtes pas d'accord? Je joue avec Michel. Michel est là. Michel, c'était votre coup de gueule. Hein. Alors, je ne vous vois pas, moi. Mais, oui, oui, parce que j'ai un problème de connexion à Zoom, je pourrais m'en excuser. Mais c'était effectivement mon coup de gueule, parce que je pense que dans le prolongement de ce que vient de dire M. Poulain, honnêtement, par exemple, il y avait un article dans le Parisien très important, le 5 juillet, qui montrait que des chercheurs, 240 chercheurs, alertent l'OMS en disant le virus se transmet plus facilement qu'on ne le croit par aérosol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que l'on dise, et même si évidemment c'est pénible de porter un masque, il n'y a malheureusement qu'une solution, entre guillemets, c'est de ne pas sortir sans porter un masque. Et si le gouvernement veut se rendre utile à la nation et faire autrement que ce qu'a fait Emmanuel Macron ces dernières semaines, c'est de rendre obligatoire le port des masques, si c'est la solution pour freiner le retour de l'épidémie. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de Melbourne, mais c'est également en Angleterre, c'est également en Espagne, ça revient d'un petit peu partout, en Algérie. Or, on a ouvert... en Catalogne, je parlais d'Espagne pour la Catalogne, on a rouvert les frontières, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut multiplier les gestes barrières, et c'est même pas les gestes barrières qui sont officiellement recommandés par le gouvernement, c'est des gestes barrières plus fins, c'est jamais sans mon masque, c'est prendre la fièvre partout où on rentre dans un espace public. Si on ne fait pas ça, mais ça va être catastrophique. Il n'y a pas de solution. Les Asiatiques
c'est ce qu'ils font par expérience. Et l'Asie est aujourd'hui la région du monde où il y a le moins, à part l'Inde, mais je parle de l'Asie sud-est asiatique, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, etc. C'est des pays où il y a moins d'épidémies parce que tout le monde porte le masque. Donc il faut le faire, c'est absolument impératif. Voilà, c'est dit, Alexis et Michel. Non, Éric Vérac. Un petit mot peut-être pour dire que moi, j'ai passé le week-end en Belgique où j'ai eu l'occasion de visiter un cimetière et j'ai été frappé par le nombre colossal de gens qui ont été enterrés pendant le coronavirus. Donc je pense que pendant l'épidémie. Alors c'est vrai que la Belgique a été très frappée. Je pense qu'on n'a pas encore forcément mesuré la surmortalité qu'a causé le virus dans un certain nombre de régions, mais je n'imagine pas que nous puissions durablement reconfiner. C'est-à-dire que je pense que la crise va être telle et la difficulté, le carnage social va être tel à la rentrée que je pense qu'on trouvera très peu de gens pour justifier un nouveau confinement. Donc ce que je pense surtout, c'est qu'il faut que nous apprenions à vivre avec et que nous apprenions probablement que la vie est tragique, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années, où on nous expliquait qu'au fond, la planète s'était transformée en une espèce de grand Disneyland. En réalité, on va devoir apprendre qu'il y a des tragédies dans la vie et que l'homme est probablement beaucoup plus faible face à la nature qu'il ne l'imaginait. Absolument. Alors oui, allez-y, peut-être on va finir avec Geneviève le tour de table. Votre coup de cœur, Éric ? Oui. Alors souvent moi, un coup de cœur ironique. Oui, non, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je voulais quand même signaler que le Conseil d'État avait suspendu l'une des dispositions de l'état d'urgence sanitaire qui exigeait une autorisation préalable pour manifester dans les rues. Le Conseil d'État a considéré que c'était une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Et donc on revient au régime d'avant état d'urgence sanitaire. On ne peut pas faire de manifestation de plus de 5000 personnes, mais on peut manifester sans autorisation préalable. Et je pense que c'est important de souligner quand même qu'il reste une institution que je critique souvent parce qu'elle est critiquable par ailleurs, mais qui garantit encore quelques libertés publiques. Et je regrette une fois de plus que le coronavirus ait donné l'occasion au gouvernement de faire passer un certain nombre de mesures liberticides, et dont certaines ne sont pas encore supprimées. J'espère qu'on reviendra à l'état des libertés précédant cette loi et cette épidémie. Je voulais, avant de donner la parole à Geneviève Gotzinger, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous évoquiez, Alexis Poulain, pardon. Ce chauffeur de bus agressé à Bayonne en état de mort cérébrale. Il y a eu cette gendarme qui a été écrasée par un chauffard. Et c'est vrai que la sauvagerie, elle a toujours existé, mais c'est vrai que c'est en général contre ceux qui essayent de faire respecter la loi, le droit. Ce chauffeur de bus qui ne voulait pas que ces individus monte sans masque, et puis cette gendarme qui voulait interpeller ce chauffard. Donc effectivement, il est urgent de remettre un petit peu les choses à leur place et puis de rendre hommage à ces gens. Voilà. Et ce sera certainement pour Gérald Darmanin l'occasion d'un premier déplacement urgent pour rendre hommage à ces victimes, parce que vraiment il faut une reprise en main de l'autorité de l'État, je trouve, dans le climat actuel que nous vivons. Alors on va en parler, ce nouveau gouvernement. Oui. Le chantier judiciaire aussi, parce que j'ai une pensée pour Marin qui lui aussi est lourdement handicapé suite à une intervention pour éviter un tabassage dans la rue, et son agresseur qui va ressortir et mener une vie normale après avoir gâché la vie d'un gosse. La justice aussi a des questions à se poser sur ça, justement. Geneviève Gotzinger, on amorce la recomposition du gouvernement avec vous. Vous avez un regret qui ne va pas manquer d'en étonner plus d'un, je pense. Non, c'est un étonnement. C'est pas un regret, c'est un étonnement. C'est la non-rentrée de Ségolène Royal au gouvernement. Je pense que de son point de vue à lui... C'est pas un coup de gueule quand même, Geneviève. On vous entend pas très bien, Geneviève. Il faudrait que vous rapprochiez de votre micro. Est-ce que c'est mieux là ? Il faut mettre ça comme ça. Oui, allez-y. C'est mieux. Il faudrait... Oui, allez-y. Je trouve que Emmanuel Macron commet une lourde erreur de son point de vue à lui en ne faisant pas rentrer Ségolène Royal au gouvernement. Elle incarne l'écologie et la gauche.
Elle incarne vraiment quelque chose. Elle a des velléités de candidature. Elle a fait son temps, Geneviève, sans rire. Rien, ouais. Elle incarne quoi aujourd'hui, sans rire? Elle a fait son temps, elle a été ministre de l'écologie, ça va. Non. Il s'en prive et il ouvre un boulevard pour l'élection présidentielle. En tout cas, c'est ce que je pense. Non. Elle retrouve son entière. Mais écoutez, mais oui, absolument. Je pense même à gauche, personne n'en veut de Ségolène Royal. C'est compliqué pour elle. Qui veut de qui à gauche, Alexis? Qui veut de qui à gauche? Non, mais elle fait globalement l'unanimité pour dire non. Donc ça va être compliqué. Qui vous voyez à gauche comme candidat crédible, réunissant sous sa propre personnalité à la fois l'écologie et une gauche socialiste? Vous en voyez beaucoup? Non, mais dites-moi. C'est quoi? Ça veut dire qu'on est obligé par dépit de choisir la seule personne qui semble avoir un peu d'expérience? Franchement, Geneviève. Elle a de l'expérience, elle a un franc-parler. On va marquer une pause. Il y a tellement longtemps, c'était un autre monde. Oui, mais vous allez voir le retour de l'ancien monde en 2000. Ouais, ça on l'a vu avec Emmanuel Macron. Il est déjà en train de revenir, on va en reparler. Allez, à tout de suite, on marque une toute petite pause. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Vous êtes nombreux déjà à réagir à propos de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin se pencher sur des victimes, ça me dégoûte, nous dit Anne. On va y revenir, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, que pensez-vous du nouveau gouvernement qui a été annoncé hier par le Premier ministre, enfin par Alexis Collère, mais c'est surtout ce nouveau gouvernement avec ce nouveau Premier ministre à droite tous, un gouvernement vu à la télévision. Qui veut commencer? Allez, Alexis Poulain, je vous sens en forme. Je sais hier soir. Oui, le meilleur des macronistes. Tout ce qui manque en fait à ce remaniement, c'est Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et là, ce serait parfait. Parce qu'avec Jean Castex, Premier ministre, avec Darmanin, avec Le Maire, avec les uns et les autres, vraiment, on se demande qu'allait-il faire dans cette galère? Pourquoi finir ce quinquennat? Pour ceux qui avaient commencé, je comprends. Pour Dupond-Moretti, je comprends moins. C'est quelqu'un qui préparait son spectacle, qui développait son cabinet à l'international, notamment en Afrique. Alors peut-être que le fait d'être ministre de la Justice en France va lui permettre de développer ses affaires une fois qu'il quittera le poste de manière un peu plus poussée avec les chefs d'État africains. Alors c'est perfide, mais c'est juste. Bah oui, mais moi je vois pas son intérêt en fait, à part celui-là. C'est ce que je dis sur Grimaldi. Son intérêt, je pense qu'on propose un poste de ministre, peu de gens résistent. Je pense que certains ont dit non, ils vont pas s'en vanter. Valérie, est-ce que vous auriez accepté d'être ministre de la Culture? Non. Parce que vous avez quand même un grand parcours dans la littérature, donc vous connaissez bien l'art. Alors, Roselyne Bachelot, elle adore la musique classique, il faut le dire. Mais elle a de l'expérience politique. Voilà, mais ça c'est pour répondre à la question, est-ce que ça se refuse, une proposition? Oui, ça se refuse. C'est pas question. Bien sûr. Après, il faut avoir peut-être un peu être très sûr de soi pour parler poliment. Dupond-Moretti, niveau sûreté de soi, il est là, quoi. Donc voilà. Mais globalement, c'est un jeu de chaise musicale. Il n'y a pas grand-chose. On voit qu'il va leur rester quoi, 1 an de travail effectif en fait à ce nouveau gouvernement, avec une crise économique majeure, une crise sociale qui n'en finit pas, une crise sanitaire qui n'en finit pas. Donc ça va être un boulot vraiment important qui va devoir être fait pour sortir des résultats. Rien n'est moins sûr. Et puis, très vite, on va rentrer dans la campagne pour 2022. Et c'est, je pense que déjà, ce à quoi pense Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il coupe l'herbe sous le pied, en fait, des Républicains, qu'il essaye d'être le candidat officiel de la droite. Il ne fera pas ni droite ni gauche la prochaine fois, mais il fera le rassemblement du centre et de la droite pour essayer de représenter sa candidature à l'élection. Est-ce que c'est un vrai changement de gouvernement? Parce qu'on a vu qu'on avait déplacé certains. Certains sont partis, les plus visibles, évidemment, Castaner, Belloubet et Pénicaud. Sibeth Ndiaye également. Mais sinon, on a gardé quand même un certain nombre de ceux qui étaient déjà là. Geneviève Gotzinger. C'est un gouvernement quand même plus à droite. Je dirais que c'est un gouvernement et de droite. Et effectivement, qui porte la griffe de Nicolas Sarkozy très très fortement, avec
avec Darmanin qui devient vraiment le ministre extrêmement fort de ce gouvernement, avec Jean Castex, etc. C'est la poursuite de la stratégie d'étouffement des Républicains. Je suis complètement d'accord avec Alexis. Le centre de gravité de la Macronie s'est complètement déplacé à droite et l'objectif aujourd'hui est d'affermir cet espace politique derrière Emmanuel Macron. Voilà. Après, ça montre aussi quand même la difficulté du président de la République à attirer vers lui de nouvelles personnalités, parce que Éric Dupond-Moretti cache finalement cette incapacité-là à faire rentrer. On avait cité Damien Abad, on avait cité Frédéric Pechnard, un certain nombre de personnes qui comptent à droite. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est plus tellement attirant. Il attire une personnalité de droite, mais qui n'est plus vraiment une personnalité de droite, qui était aujourd'hui complètement en marge de la politique, qui est Roselyne Bachelot, mais à part cela, il ne fait plus trop recette. Oui. Éric Vérac, pardon. Moi, je voudrais quand même... Je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel, enfin le nouveau gouvernement, soit beaucoup plus à droite que le précédent. Non, Vincent nous dit sur 32 ministres, seulement 12 viennent de la droite. Oui, donc je pense que le départ de Ribado-Dumas de Matignon, qui va être remplacé par Nicolas Revel, qui est très marqué à gauche, va par ailleurs beaucoup gauchir, ou en tout cas va lever un certain nombre de verrous ou de blocages. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en effet, on a amusé la galerie, où on a appâté le chaland avec des personnalités comme Dupond-Moretti qui font beaucoup parler et beaucoup jaser. Et de ce point de vue-là, ça marche, le truc. C'est-à-dire que la preuve, nous y sommes. Mais sur les sujets de fond, qui sont les sujets de est-ce qu'on va augmenter les dépenses publiques pour financer la crise. Et dans la pratique, le sujet de fond d'Emmanuel Macron, ne nous leurrons pas, c'est comment je fais pour assurer ma réélection, c'est en distribuant de l'argent au petit peuple sous toutes ses formes. On a gardé les mêmes figures, en particulier Bruno Le Maire, qui sont renforcés d'ailleurs de cette crise, on ne sait pas pourquoi. Et Bruno Le Maire est un interlocuteur indispensable des Allemands et sera chargé de convaincre Angela Merkel de financer le déficit français avec l'épargnant allemand. Donc de ce point de vue, on a mis en place une espèce de galerie de comédiens qui vont jouer un théâtre de boulevard qui fera les choux gras de la presse. Et je parie, Valérie, qu'à la rentrée, vous n'aurez aucun mal à trouver des sujets Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, car ils ne manqueront pas de quelques saillies drôlatiques qui feront parler. Mais sur le reste, la politique qui consiste à dire on va distribuer du chômage partiel, des aides dans tous les sens, des milliards tous les jours, elle va continuer probablement puissance 10 avec l'objectif d'assurer la réélection d'Emmanuel Macron et ce sera financé par l'Europe. Voilà. Donc moi je pense qu'on n'a rien changé au cap, on a juste éventuellement changé les acteurs qui vont jouer sur le pont. Ce sera financé par la dette. Oui, enfin, qui est garantie par l'épargnant allemand. C'est-à-dire que si la dette n'est pas chère, si on peut s'en doter à bon compte, c'est parce que les Allemands sont là. Voilà, soyons clairs. Mais jusqu'à un certain point, si l'Allemagne effectivement décide d'arrêter, moi je crois qu'on fait un pari irresponsable et je pense que Macron se trompe en imaginant qu'il est too big to fail pour les Allemands, parce qu'aujourd'hui... Too big to fail, ça veut dire trop fort pour échouer. Voilà, c'est-à-dire qu'il se dit que les Allemands n'oseront pas lâcher la France en cours de route parce que ce serait plus coûteux que de financer de la dette. Et donc Macron, aujourd'hui, de façon très cynique, dit aux Allemands, vous n'avez qu'à payer pour nous, et tout ira bien. Et je ne suis pas convaincu que ça va se passer aussi facilement, et je ne suis pas convaincu qu'il pourra aller jusque là où il pense. Et le carnage social, ce jour-là, sera redoutable parce que le jour où nous devrons payer cher notre endettement, je vous garantis qu'il y aura du sang dans les rues. Allez, on va continuer ce débat et on vous attend si vous voulez réagir à la nomination d'Éric Dupond-Moretti entre autres. Vous voyez comme c'est ce que dit Éric Vérac est juste amuser la galerie. On me demande dans l'oreillette si je veux diffuser un extrait de la passation de pouvoir de Dupond-Moretti. On l'a pas fait pour les autres. Dupond-Moretti, voilà, ça va, il va nous amuser. On se dit tiens, il va peut-être dire un truc. Allez, on y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter ce nouveau gouvernement. Je mets des guillemets à nouveau gouvernement puisque beaucoup d'entre vous semblaient dire que pas grand-chose n'a changé. On a une auditrice en ligne avec nous. C'est Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Valérie, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on vous écoute. Pour moi, ça n'a pas été vraiment une surprise. On passe d'un gouvernement de briques et de broc à un gouvernement de broc et de briques. Donc,
rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui m'inquiète, c'est que déjà, il a nommé Castex, qui est un énarque. Or, déjà, l'ENA, on voit depuis 40 ans ce que l'ENA fait à la France. Éducation, santé, sécurité, on est gouverné par des énarques, on a une dette colossale. Je crois qu'il serait temps de changer déjà et peut-être de moins gouverner avec des énarques. Et visiblement, il a choisi quelqu'un avec un charisme de surgelé pour ne pas lui faire de l'ombre à la présidentielle. Je ne sais pas. Le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr, et puis on va attendre. Mais c'est vrai que oui, c'est un énarque. Alors, je ne sais pas qui veut réagir, Michel Taube. Oui, alors moi, plusieurs choses, mais pour rebondir sur l'auditrice, vous avez malheureusement raison. C'est Mitterrand qui disait il ne faut pas confier le pouvoir à des inspecteurs des finances ou, pour dire autrement les choses, à des énarques. Et c'est vrai que Jean Castex, il a un accent du sud-ouest, il est élu de Prades, c'est quelqu'un de certainement très sympathique et d'extrêmement intelligent. Mais lorsque vous regardez les plans de déconfinement qu'il a, lui, conçus et rédigés, franchement, c'était des usines à gaz. Ça a posé d'énormes problèmes. Dans les écoles, les directeurs d'école, les profs n'arrivaient pas à suivre. C'était extrêmement compliqué et c'est de mauvais augure pour la détermination de la politique de la nation dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le deuxième point que je voudrais dire, sur un avis général sur le gouvernement, pour compléter ce qui a été dit, je prendrai qu'un exemple. À l'intérieur, et c'est vraiment du Emmanuel Macron 100%, au ministère de l'Intérieur, ils nous mettent Gérald Darmanin, qui est un homme politique important, qui est en train de construire un parcours national certainement. Et qui met-il comme à ses côtés ministre délégué, une ministre de la Citoyenneté rattachée au ministre de l'Intérieur, qui est Marlène Schiappa. Moi, j'attendais un grand ministère de la laïcité pour expliquer et faire respecter la laïcité en France, et ils nous mettent à l'intérieur soi-disant un poids lourd, c'est un poids lourd, Gérald Darmanin, qui est sur les questions de sécurité, et il lui adjoignent une gauchiste qui, franchement, aurait mieux fait de quitter le gouvernement pour s'occuper des grands enjeux de la terre. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et ça n'est pas possible de gérer la question régalienne de la sécurité intérieure comme cela. Je pense que les policiers et toutes les forces de sécurité dans notre pays doivent se marrer en ce moment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des gauchistes, ce que vient de dire Éric Verhaeghe. Marlène Schiappa gauchiste, c'est un peu exagéré quand même. Oui. Je vais te présenter de vrais gauchistes. Non, après on va voir le périmètre de ce que ça veut dire. Moi, il y a des ministères, je voudrais qu'on m'explique. Il y a le ministère de la mer. Moi, j'aurais aimé un ministère de la consommation. Je pense que les consommateurs ont besoin d'être défendus aujourd'hui. Je le dis, je le répète. Il y avait des signes peut-être envoyé vers les Français. Ministère de la mer, oui, c'est vrai que l'écologie, mais placer Barbara Pompili. Girardin. Oui, mais on aurait pu lui donner la consommation, au point où on en est. Non, le ministère de la mer, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la France, c'est une des plus grandes puissances maritimes au monde. On a énormément d'habitants. Est-ce qu'il y a un secrétariat d'État ? On a un secrétariat, on a un ministre de l'Outre-mer, on a un ministère de l'écologie qui va prendre en compte évidemment tout ce qui est littoral. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on avait besoin d'un ministère de la mer ? Pour moi, c'est un annexe. Ce ministère de la mer, pour moi, est une annexe de Bercy, puisque Annick Girardin est bien connue pour le dispositif Girardin de défiscalisation, notamment par l'achat de bateaux dans les dom-toms. Et je pense que sa connaissance du réseau des dom-toms et de ce réseau maritime en général constitue un élément important, mais c'est probablement l'une des marques de fabrique. Oui, mais on a un ministre des dom-toms aussi. Oui, mais on voit bien que Macron a évité de lourder un maximum de gens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a pu rattraper quelqu'un, la caricature étant Franck Riester qui passe de la culture au commerce extérieur, ce qui est totalement surréaliste, si vous voulez. Bon, on voit bien que chaque fois qu'il a pu récupérer quelqu'un, il l'a fait. Et on voit bien qu'il a voulu se fâcher avec le minimum de gens, à mon avis, parce qu'il a peur, en 2022, d'avoir face à lui une coalition des déçus. Et qu'il a voulu s'entourer d'un maximum de gens susceptibles de ne pas lui nuire. Enfin, l'objectif est de ne pas lui nuire. Regardez, puisqu'on revient à lui, Dupond-Moretti, son premier geste est de retirer sa plainte contre les membres du parquet financier qui ont illégalement enquêté sur lui pendant 5 ans. Donc on voit bien comment...
Parlons de lui, justement. Un mot sur Franck Riester, c'est aussi une question d'équilibre politique et la volonté de ne pas faire sortir, agir du gouvernement. Absolument. Cette partie de la droite républicaine qui s'est ralliée à Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est purement ça, en actant son échec au ministère de la Culture, qui était quand même assez radical et absolu. Mais enfin, là, on parle de tambouille, on parle de tambouille politique, on ne parle pas de l'intérêt des Français, on ne parle pas de l'intérêt de la France. C'est de la tambouille, Valérie. Oui. Moi, je suis étonnée, même si les écologistes il y a eu une poussée importante au municipal, que Barbara Pompili ait été la première nommée, que ce soit le premier ministère annoncé, qui soit celui de... Non, il y a eu Le Drian avant, il y a eu les affaires étrangères et européennes, mais l'écologie avant la santé, avant l'intérieur, avant ce qui préoccupe les Français aussi, à très juste titre, m'a étonnée. Je ne sais pas qui est Alexis Poulain. On parle remaniement, mais il s'agit d'un tout nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, Jean Castex, qui fait en fait du recyclage, qui est extrêmement contraint dans son action, avec un directeur de cabinet qui était un ancien collègue d'Emmanuel Macron à l'Élysée sous Hollande. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de Emmanuel Macron va tout décider, il veut aller très vite, il veut être le seul aux commandes. Même si Jean Castex a essayé de rassurer les commentateurs en disant « je ne suis pas homme à me faire manger par les uns et les autres, j'ai mon avis à dire », ça me paraît compliqué. Donc on a un quatuor d'énarques effectivement qui va essayer de gérer les affaires courantes. Ça va être extrêmement complexe, compte tenu de la situation de crise où tous les voyants sont au rouge, avec des ministres qui vont être soit des bons clients pour les médias pour les bons mots, soit des gens totalement inexistants, comme c'était le cas de Franck Riester. Donc on aurait pu le mettre au ministère des Plantes vertes, ça marchait pareil. On l'a mis au commerce extérieur, très bien. Et puis on a simplement un gouvernement qui va être en courroie courte pour que chaque désir de Jupiter aille au plus vite et que ce soit un gouvernement de communicants. Donc il va falloir faire beaucoup de com pour faire croire que ça marche, même si on est assis sur une dette colossale, même si la banqueroute nous pend au nez, et même si tout va mal, tout va très bien, Madame la Marquise, ça va être à peu près ça. En fait, le but de ce gouvernement, maquiller les faits et puis préparer la candidature d'Emmanuel Macron en 2022 si c'est son souhait. Et apparemment, ça le serait, puisqu'on voit bien que ce gouvernement n'est pas tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur d'une présidence hors sol qui confirme en fait sa rupture avec la réalité des Français. Voilà. Donc deux ministères qui font beaucoup parler, encore une fois, Dupond-Moretti et Darmanin, avec manifestation de féministes, de fémènes, aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur, puisqu'on sait que le parquet a demandé à ce qu'une enquête soit réouverte à propos d'une plainte pour viol contre Gérald Darmanin. C'est étonnant ou pas comme décision d'avoir nommé Gérald Darmanin? N'a pas eu beaucoup de choix. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, Darmanin a expliqué que s'il n'avait pas l'intérieur, il ne restait pas au gouvernement et que c'était comme ça et pas autrement. Ce qui pose un problème politique à Macron, puisqu'en effet, dans cette logique où il veut éviter la création de boulevards à droite, il avait besoin de conserver Darmanin. Le scénario cauchemar étant un duo Darmanin-Philippe pour 2022 qui lui priverait de tout espace à droite. Donc, manifestement, Darmanin a imposé sa ligne politique et je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron ait eu beaucoup de choix. Après, c'est vrai que ce gouvernement aura de toute façon des problèmes de casserole à gérer et des problèmes de conflit d'intérêts. On le voit avec Darmanin qui va poser problème très rapidement. Je suis convaincu. Il y a déjà des manifestations contre sa nomination. Je suis convaincu que Dupond-Moretti lui-même, tôt ou tard, posera des problèmes puisque c'est compliqué d'avoir été avocat et de devenir ministre de la Justice, alors qu'en plus, Dupond-Moretti était dans le collimateur de la justice. Donc je pense que ça va soulever un certain nombre de difficultés. C'est pas compliqué en soi, Eric. Regardez Badinter, regardez Kijman. C'était pas compliqué. C'est compliqué en raison des prises de position de Dupond-Moretti. C'est compliqué en raison des... C'est pas compliqué ni Badinter, ni Kijman, il y a eu plusieurs avocats. Contestation de la justice. Mais concernant Dupond-Moretti, je lui donne 2-3 mois. Michel Taube. Pour démissionner, vous croyez qu'il ne restera pas? Écoutez, il a un tempérament, c'est un homme libre, il l'a toujours dit. Il devait à la rentrée d'ailleurs commencer une carrière de commentateur politique. Sur Europe 1, sur une autre radio.
c'est un homme libre, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime la liberté, qui défend la liberté. Et je ne le vois pas se fondre dans les règles, les contraintes qui vont être immenses pour lui. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, il va pousser des gueulantes qui ne vont pas être acceptables. Il va empiéter sur le périmètre d'autres ministres parce qu'il va se sentir pousser des ailes. Je pense que ça va être extrêmement compliqué pour lui d'abord, et ensuite pour le Premier ministre et le Président de la République d'arriver à le driver. Donc effectivement, ça va être très très compliqué. Quant à Gérald Darmanin, moi je suis un militant de la lutte contre les violences faites aux femmes, et donc je n'ai pas rien à justifier en la matière, mais enfin il y a quand même la présomption d'innocence. Oui, il y a la présomption d'innocence. Oui, absolument. Mais quand même, nommer quelqu'un ministre de l'Intérieur alors qu'il est visé par une enquête pour viol, mais là on fout l'eau. C'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe quoi, absolument. C'est un ministre. Voilà, donc oui, il y a présomption d'innocence, mais pourquoi nommer quelqu'un? Alors peut-être qu'Emmanuel Macron se dit comme ça, je court-circuite Mediapart, je nomme des gens qui ont déjà des affaires. Dussopt, qui est nommé au budget, il est poursuivi par des affaires. Donc en fait, finalement, Plenel aura plus de boulot puisqu'il nomme que des gens qui ont des affaires. Donc c'est après, on va dire, l'affaire Ferrand qui continue d'une façon ou d'une autre. C'est incroyable quand même, ce gouvernement. On est en train de dégoûter les gens de la politique en faisant ça, soyons clairs. Et vous avez les féministes qui sont dans la rue, et elles ont raison. On ne nomme pas quelqu'un visé avec une enquête pour viol au ministère de l'Intérieur. C'est quoi ça, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel mépris, quelle vilainie, en fait. Quelle est l'image de la République qu'on a dans sa tête quand on fait une chose pareille? Alors, attendons que la justice... Non, mais pardon, dans ce cas-là, il ne fallait pas qu'il soit au compte public avant. Dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il quitte le gouvernement. Mais pourquoi continuer à s'entêter? C'est pas sa nomination à l'intérieur. C'est pire encore parce qu'il est promu. Non, mais voyez où on en est. Non, mais à dire que déjà, Gérard Darmanin est un peu lourd, ça fait peur. Non, mais bon, il y a une présomption d'innocence qui est importante dans ce pays. Moi, évidemment, tout a le droit à la défense. Nommer quelqu'un visé par une enquête de viol au poste de ministre de l'Intérieur, c'est quand même dingue. Alexis, moi je suis totalement hostile à cette jurisprudence qui veut que dès qu'un homme politique ou une femme politique est poursuivi et qu'une enquête est ouverte, ils doivent quitter et se retirer de la vie politique. C'est absolument impossible à gérer parce que de nos jours, n'importe qui peut aller au commissariat porter plainte contre un dirigeant politique et sa carrière est terminée. C'est pas possible. Donc moi, je suis contre cette doctrine et je dis que Gérald Darmanin, il est bien à sa place. S'il y a une enquête judiciaire, il faut qu'elle puisse se poursuivre et c'est là que ça va être effectivement plus compliqué puisque maintenant, il est ministre de l'Intérieur et bien entendu, Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice et garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, ne fera rien pour empêcher l'enquête de se poursuivre sur son collègue de l'Intérieur, évidemment. Mais effectivement, la présomption d'innocence, c'est quand même très important. C'est quand même grave. Et la respecter. Non, mais c'est pas. C'est quelqu'un qui construit très habilement. Pardon, Geneviève. Moi, je trouve quand même, si je me fie aux rumeurs qui circulent, Macron a défendu. Macron aurait défendu jusqu'au bout le maintien de Castaner à l'intérieur. Ouais. Et là, on se dit quand même qu'on est face à une situation assez pathétique parce qu'en réalité, l'alternative à Darmanin, c'était le maintien de Castaner dans l'esprit du président de la République. Il y avait Blanquer aussi, je crois, qui voulait ce ministère. Je crois que Blanquer voulait ce ministère. Mais manifestement, Macron n'aurait pas lâché Castaner pour Blanquer. Il l'a lâché face au risque de Darmanin et face au risque d'aventure pour 2022 à droite qui aurait pu lui porter préjudice. Mais c'est vrai que dans l'affaire Darmanin, je mets ma main coupée que Mediapart est déjà en train d'arpenter les rues de Tourcoing, parce que je crois qu'il est maire de Tourcoing, à la recherche d'électrices qui auraient vécu des aventures identiques à celles des plaignantes qui valent à Darmanin une enquête. C'est vrai que le délit qui est reproché est un peu gênant. C'est celui d'avoir abusé de sa position d'élu pour obtenir des faveurs des demanderesses, des solliciteuses. Et je trouve que politiquement, Macron a face à lui une bombe à retardement parce que si l'affaire est vraie, alors rappelons quand même que Darmanin conteste le viol, mais il ne conteste pas avoir reçu des électrices
pour leur accorder des logements, etc. Donc, non, mais il conteste même pas la relation. Il conteste pas la relation avec cette femme. Il dit simplement qu'elle était elle demandeuse. C'est un peu différent. On verra la suite de cette affaire. Mais concernant Darmanin, concernant le choix politique de Darmanin, en dehors de l'axe Philippe Darmanin pour la présidentielle de 2022, il y a aussi un autre intérêt pour Emmanuel Macron à nommer Darmanin. Manifestement, il a très peur de Xavier Bertrand. Et de ce point de vue, je pense que le choix de Jean Castex à Matignon, ancien directeur de cabinet du président des Hauts-de-France, le choix de Darmanin comme le ministre, le phare de ce gouvernement, lui-même Darmanin très 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 proche de Xavier Bertrand aussi, est une manière de leur couper le pied et de réduire l'espace politique du président des Hauts-de-France. En tout cas, d'essayer de le bunkériser. Oui, c'est possible. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Roselyne Bachelot à la culture. Elle avait dit pourtant plus jamais de politique. Comment comprenez-vous cette nomination? À tout de suite. Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Alexis Poulain, Geneviève Gotzinger, Michel Taube et Éric Verhaeghe. Roselyne Bachelot donc avait dit jamais, plus jamais, je ne reviendrai en politique. Et pourtant, eh bien, la revoilà à la culture. Choix qui a surpris évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Là aussi, elle n'a pas pu dire non, elle n'a pas su dire non. Elle dit j'ai craqué. J'ai dit non puis j'ai craqué quand j'ai dit que c'était la culture. C'est mignon. Ça prouve que en fait la politique c'est jamais terminé. C'est un virus. Quand vous l'avez ad vitam aeternam, même si voilà à 73 ans elle aurait pu décrocher. Après, certains y voient aussi le retour le Covid et son retour en grâce. Les masques. Il y a quand même des masques. Oui. Oui, elle va pouvoir épauler. Alors Alexis, oui, pardon. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'être très épaulé, mais Alexis, vous aviez commencé. Ce sera toujours de beaux conseils, mais surtout, oui, c'est vrai qu'il y a Franck Riester a brillé par sa transparence, en fait, dans cette crise du Covid. Les intermittents attendaient des réponses pour savoir comment le secteur de la culture se posait des questions sur les festivals cet été, etc. Donc, comme cette crise sanitaire n'est pas finie, c'est pas une mauvaise idée finalement d'avoir Roselyne Bachelot qui avait déjà fait des choses précédemment pour organiser le déconfinement du secteur de la culture, mais sans créer de nouveaux clusters, sans créer de risques. Donc, parce que sinon c'est un secteur qui ne s'en remettra pas, encore un de plus on va dire. Donc pourquoi pas. Effectivement, après c'est étonnant compte tenu de ses déclarations de dire ça et d'arriver. Et puis une pensée émue pour Franck Riester qui sera un des rares ministres de la culture qui n'aura pas pu faire Cannes, qui n'aura pas pu faire un paquet de festivals. Quand même, il aura eu un sale quart d'heure à son ministère. Pas sympa, pas sympa du tout. J'ai regardé son discours de passation. Et Franck Riester était évidemment pas à sa place, mais j'étais très frappé en écoutant son discours de voir combien la culture était devenue un ministère de la fonctionnalisation de la culture. C'est-à-dire qu'en réalité, au ministère de la Culture, on ne fait plus de culture, on gère des statuts, des aides, des dispositifs, alors des personnels, mais c'est un statut, c'est un ministère de la fonction publique, bis de la fonction publique culturelle. Mais on n'y parle plus du tout de culture, et sur le fond, il n'y a plus aucune ambition culturelle, à part en effet faire vivre des intermittents du spectacle qui sont chaque fois plus nombreux. Plus on augmente les aides, plus il y a d'intermittents. Mais il n'y a pas plus d'artistes de génie pour la cause. Et on est quand même face à cette vision totalement statutaire de la culture et cette absence totale d'esprit et cette absence totale de volonté culturelle. Roselyne Bachelot, en l'espèce, ajoutera plus de vision et de dynamisme à une vision. Mais très paillettes, elle va faire des paillettes. Sauf que c'est pas qu'une question d'âge, mais à son âge et au moment où elle est de sa carrière, je pense pas qu'elle va vouloir faire beaucoup d'efforts pour affronter l'administration de la culture et effectivement rogner sur ce que tu dénonces à fort juste titre. Mais après, en termes de vision et de représentation de l'importance de la culture, elle peut jouer un rôle, je pense, intéressant au-delà du côté paillettes et vu à la télé.
Excellent dessin de Plantu à la une du Monde. Plein de petits bonshommes gris, noirs et blancs. Et devant, un gros Dupond-Moretti avec une robe rouge qui prend tout l'espace. Et une petite Roselyne Bachelot dont on voit les dents et le rouge à lèvres. Donc, tout le reste est en gris et ne ressort que Dupond-Moretti. C'est un excellent dessin de Plantu qui résume assez bien, je trouve, ce qu'on s'est dit ce matin. Et ce qui en ressort, on devrait parler de ce qu'on a commencé à faire avec vous, Éric Vérac, c'est-à-dire de la dette de la France, des problèmes de la France, et on en est à parler d'affaires de Gérald Darmanin, de Dupond-Moretti qui est au théâtre et qui se met les avocats à dos. Enfin, on est sur du pipi de chat, quoi. Enfin, je ne sais pas si l'expression est bien choisie. Ce sont alors, je pense que Macron. Alors vous allez me dire qu'on est responsable, hein, mais on nous donne des os à ronger et on les ronge. Oui, mais un autre exemple auquel je tiens beaucoup, la réforme de l'État. La réforme de l'État, la décentralisation, qui sont quand même des enjeux majeurs, parce que la mère des réformes, si Emmanuel Macron avait un tant soit peu réalisé la promesse qu'il portait, c'était pas la réforme des retraites, c'était la réforme de l'État. Or, qui met-il à la réforme de l'État ? Il met, franchement, il fallait un poids lourd là. Ils nous mettent Amélie de Montchalin. Et qui met-il à la décentralisation ? On attendait là aussi quelqu'un d'important. Il reconduit en fait la ministre sortante. J'ai un trou de mémoire, je vous prie de m'excuser. Vous allez me... Dans quel ministère, Michel ? Pour la décentralisation et les territoires. Jacqueline Gouraud, voyons. Jacqueline Gouraud, qui est fort respectable. Mais encore une fois, pour lancer une grande phase de décentralisation comme notre pays en a besoin, il faut des poids lourds. Et là aussi, il a mis des seconds couteaux et c'est fort dommage. Et ça veut tout dire sur les intentions réelles de l'État. Ce n'est pas un décentralisateur. Ce n'est pas un décentralisateur. Il ne veut pas décentraliser. Donc à partir de là, voilà, il laisse Jacqueline Gouraud à ce poste qui ne fera pas davantage que ce qu'elle a fait. Mais ce sera l'un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle. Et sur ce thème-là, il pourra trouver contradiction. Je pense qu'il met la barre. Moi, je pense que Emmanuel Macron, dans toute cette affaire, commet une grave erreur stratégique. C'est qu'en effet, on voit bien, ça a été dit, le choix de Castex, de tout ce petit monde, vise à recentraliser, il s'en est pas caché d'ailleurs, tout le pouvoir autour de lui et à lui permettre d'exercer directement l'autorité sur les ministères en passant par-dessus les ministres et y compris en passant par-dessus Matignon. Je pense que du coup, il crée une énorme attente sur son discours du 14 juillet. On a vu qu'il a demandé à Castex de postposer son discours de politique générale après 14 juillet, ce qui est absolument incompréhensible. Enfin, il n'est pas compréhensible qu'un gouvernement, un Premier ministre nommé le 3 juillet ne fasse pas son discours de politique générale dans la foulée, surtout dans une situation de crise. Donc, je pense que Macron est en train de centraliser sur lui, de se mettre en première ligne. Il est en train de centraliser le feu de l'ennemi. Et je pense qu'il rentre dans une période où il aura besoin de disjoncteurs. Et petit à petit, il est en train de devenir le disjoncteur lui-même. Il a déjà eu très chaud, si vous me permettez d'être vulgaire, très chaud aux fesses au moment des Gilets jaunes. Je pense que son passage au Puy-en-Velay en soir a failli très mal se terminer. Manifestement, il n'a pas retenu la leçon et manifestement, il veut revenir dans un monde où il concentrera toutes les critiques et où il va finalement javeliser tout son entourage et il ne sera que le seul défenseur du système. Je pense que c'est une erreur majeure et je pense que dans la période compliquée qui s'ouvre, il prend énormément de risques et on le verra dès le 14 juillet. Son discours est mauvais, il y a beaucoup de chances qu'il le soit. Je pense que ce sera une catastrophe pour les 2 ans à venir. Vous partagez cette analyse, Alexis Poulain ? Complètement, mais c'est tout le problème en fait de ce quinquennat la Ve République est vraiment finissante. Il y a eu trop de réformes, un régime qui est présidentialiste mais pas vraiment.
des contre-pouvoirs inexistants. Regardez les parlementaires En Marche qui sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. Et puis le fait qu'il n'a pas réussi son pari. Emmanuel Macron, son parti ne s'est pas ancré dans les territoires. Il a pris une énorme baffe au municipal. C'est pour ça qu'on remanie aujourd'hui le gouvernement, qu'on change de gouvernement. Et ça ne changera rien sur le fait que cette présidence est totalement hors sol et qui va continuer effectivement à être le problème numéro 1 de tous les opposants, de tous les mécontents de France. Or, c'est pas comme ça que sont pensées les institutions. Donc ça va être en fait, là, il fait pas un boulevard à la gauche, il fait, je pense, un boulevard pour essayer de rejouer 2017 en 2022, mais rien n'est moins sûr. Compte tenu de l'état du monde et pas seulement de la France, parce que, oui, encore une fois, c'est pas seulement la crise sanitaire qui doit inquiéter, c'est la crise économique qui est d'une ampleur sans aucune mesure et où on n'a pas de solution à part s'endetter. Or, s'endetter, c'est pas une solution. Non, et on a vu que ça pouvait très mal finir aussi. Geneviève ? Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, Emmanuel Macron souhaite se retrouver en première ligne. Il va être en première ligne maintenant seul face aux Français, avec une gestion de crise sociale extrêmement compliquée, où il n'aura plus vraiment de paravent et de personnes solides pour amortir les coûts. Il l'a voulu. Il est en train de changer aussi les institutions, sans le dire, puisque effectivement, il n'est quasiment plus de Premier ministre en réalité. Hein. C'est un super directeur de cabinet, un super collaborateur, même si Jean Castex n'aime pas cette manière de parler. Qu'il n'était pas un collaborateur. Mais qui n'est pas responsable devant le Parlement, donc qui est une sorte de régime présidentiel sans le dire, mais sans aucun attribut, enfin sans la totalité des attributions du régime présidentiel, sans impeachment, voilà, mais avec une capacité de dissolution quand même de l'Assemblée nationale. Donc les institutions, il les fait évoluer sans le dire, et il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée en première ligne avec un pari très très risqué pour 2022 de mon point de vue. Oui, et puis la question qui est là aussi à la une du Monde, à propos de Barbara Pompili, mais qui concerne tous les ministères, est-ce qu'ils auront les moyens d'incarner leur ministère et en particulier sur la transition écologique, et puis tous les ministères auront-ils les moyens de leurs ambitions, ou seront-ils, comme l'évoquait Éric Vérag, là pour meubler, quoi, pour faire les petits hommes gris derrière. Michel Taubin, un mot. Oui, juste un mot. Muriel Pénicaud, je regrette son départ parce que c'était une des rares ministres qui faisait son job, pas autant que ce qu'on aurait pu espérer, mais elle a fait un bon boulot. Elle est remplacée par Elisabeth Borne. Je suis pas sûr qu'on y gagne au change. Eh bien, on verra. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée. On se retrouve demain à 10h. Merci à vous quatre.